C'est tout bon pour toi? Oui. Alors c'est parti. Écoutez, c'est un vrai plaisir de se retrouver pour ce nouvel épisode des mercredis du Coffer et on a le plaisir d'accueillir le professeur Marie-Élise Truchetet du service de rhumatologie de Bordeaux qui va nous faire une présentation au sujet de la transition, un sujet vraiment important pour la prise en charge de nos patients, le passage entre la pédiatrie et le monde de la médecine adulte, qui n'est pas forcément une période simple et qui est sans doute quelque chose de très important. Donc, merci beaucoup, Marie-Élise, de nous éclairer à ce sujet. Bien, merci pour cette présentation, Gaëtane. Donc, effectivement, moi, je suis rhumatologue dans un service de médecine d'adulte au CHU à Bordeaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de transition. Alors, ça aurait peut-être été plus adapté que j'en parle en duo avec le rhumatopédiatre avec lequel on fait les consultations de transfert. Mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la transition vue par le médecin d'adulte. Mais je pense qu'on échange depuis assez longtemps avec mon collègue, le docteur Pascal Pillet, pour finalement que je puisse vous transmettre aussi un petit peu la vision des pédiatres. Donc, l'idée de cette présentation, c'était donc comment assurer la prise en charge d'un nouveau patient lors de la transition. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Il y a au moins deux justifications. La première, c'est parce que ça fait un peu plus de 5 ans maintenant qu'on a mis en place donc, les consultations de transfert avec mes collègues rhumatopédiatres ici à Bordeaux. Donc, il y a, on va dire, une petite expérience personnelle de terrain. Et puis, j'ai fait partie d'une commission transition pédiatrique qui a été mise en place par la filière, la FI2R, il y a quelques années. Et avec donc les personnes qui sont sur cette diapositive, nous avons pu réfléchir au fil de pas mal de réunions pour établir donc des sortes de recommandations qui ont été publiées dans la revue de médecine interne donc, en 2021 sur la transition de la pédiatrie à l'âge adulte. Alors, ça s'applique aux maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, mais en réalité, c'est la transition pour toutes circonstances d'un enfant qui a été malade et qui évolue sur une pathologie chronique et qui arrive à l'âge adulte. Donc, ce que je vais vous dire là dans ce diaporama, vous pourrez le retrouver si ça vous intéresse d'avoir des notions plus complètes ou étayées avec de la biblio dans cette revue, dans ces recommandations qui ont été publiées cette année. Alors, une petite définition, donc la transition, c'est la période pendant laquelle le jeune patient va passer de l'équipe pédiatrique à l'équipe adulte pour le suivi d'une maladie chronique. Alors, il faut tout de suite faire la part des choses entre la transition et la consultation de transfert. La transition, c'est vraiment une période qui est assez longue et qui démarre en fait pendant le suivi pédiatrique et qui va s'achever pendant 2 à 3 ans après le transfert à l'équipe adulte. Donc, c'est vraiment une période de temps assez longue. Cette période donc, nécessite une très bonne coordination entre les équipes médicales, mais aussi avec le patient et si possible avec sa famille. Et ça, c'est une notion qui est un peu différente de celle qu'on a habituellement en tant que rhumatologue adulte. Il y a vraiment une implication de la famille qui est extrêmement importante avec une évolution dans les rôles à jouer. Je vais j'en parler immédiatement. Donc, en fait, au fur et à mesure de l'âge du patient, chacun change un petit peu de rôle. Donc, en pédiatrie, au démarrage de la pathologie, le médecin a vraiment une responsabilité majeure dans le diagnostic, dans la prise en charge thérapeutique. Les parents, en règle générale, ou familles aidants, vont être ceux qui vont donner les soins et le patient, qui est à ce moment-là un enfant, va simplement recevoir les soins. Et puis petit à petit, au fil du temps, le médecin va devenir vraiment plus le soutien aux parents et à l'enfant. Les parents vont gérer les soins et le patient, donc l'enfant qui grandit, va de plus en plus, et c'est l'évolution normale, participer aux soins. Et puis le médecin va finalement devenir le conseiller. Le parent, normalement, doit prendre de la distance et superviser les soins. Ça, c'est l'évolution normale, ce n'est pas toujours celle qui se passe. Et le patient doit de plus en plus gérer les soins. Et c'est quelque chose que le pédiatre doit absolument prendre en compte et dont il doit s'assurer au fil du suivi. Et au moment où le transfert se fait, le suivi adulte va débuter. Il faudrait normalement que le médecin ne devienne plus qu'une ressource
Les parents sont là éventuellement toujours pour conseiller, hein, on ne leur demande pas de disparaître. Et le patient, qui est à ce moment-là un jeune adulte, doit se prendre en charge. Alors, les enjeux de la transition sont assez complexes. On parle d'enjeux si on est optimiste, on peut parler également d'obstacles si on est un peu plus pessimiste. C'est que cette transition, elle se fait à une période extrêmement particulière pour le jeune. C'est en plein boom ou à la fin de l'adolescence, avec en parallèle une grosse volonté d'indépendance, mais couplée à une peur de l'avenir. Aussi des dimensions psychosociales très, très importantes, avec l'orientation professionnelle qui intervient, éventuellement des déménagements, beaucoup de bonifications. C'est-à-dire que la voie vers l'autonomisation, elle ne se fait pas que vis-à-vis de la maladie, mais dans tous les champs de la vie. Donc, ça peut être très, très, très compliqué d'arriver et de dire, maintenant, tu dois te débrouiller pour te faire la cuisine, ton linge sale et aussi pour ta maladie, hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Évidemment, il faut être beaucoup moins abrupt que ça, mais ça fait partie de tout ce processus. Donc, avec en parallèle, bien sûr, tous les bouleversements physiques et psychologiques que vous connaissez. Alors, la réaction parfois du jeune, ça peut être un comportement de fuite dont il ne faut pas s'offusquer, il faut savoir le reconnaître et puis le prendre en charge. Et donc, vous allez avoir un adolescent qui va parfois sembler être en opposition parce qu'en fait, il veut à ce moment-là se forger sa propre expérience. C'est-à-dire qu'il en a marre qu'on lui dise si tu fais ça, ça va entraîner ça. Lui, il veut le vivre. Et donc, parfois, c'est des moments de gros tests. Donc, ils peuvent vraiment arrêter tous les traitements ou faire d'autres traitements qui n'ont pas été envisagés par le médecin, mais qui sont pris plutôt par des voies parallèles, etc. Il y a un sentiment souvent d'invincibilité, de toute puissance, qui est un peu propre à cet âge-là. Et puis, il y a à la fois, on se fait tout un monde, c'est-à-dire qu'à force d'entendre parler de ce passage, ce rythme de passage à l'âge adulte, il y a tout un fantasme qui se fait et on se demande comment même sa maladie va devenir elle-même adulte avec nous-mêmes. Ça peut être un petit peu difficile. Ça peut conduire à des actes finalement d'autodestruction avec des adolescents dont il faut savoir reconnaître la souffrance psychologique. Et ça, c'est une dimension qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en maladie d'adulte. Il ne faut pas perdre de vue que tout comme les adultes, hein, les adolescents, même si, ou les jeunes adultes, même s'ils ne le montrent pas forcément, ils ont quand même peur de la maladie. Ce n'est pas parce qu'ils ont toujours grandi avec, hein, éventuellement, quand on voit une arthrite juvénile qui a eu son diagnostic à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas parce qu'il ne vous exprime plus sa peur que sa peur n'est pas là. Et puis, il y a toujours la crainte des effets secondaires, etc. Donc, finalement, un moment très compliqué avec peut-être des obstacles du côté des enfants. Mais attention, les obstacles peuvent venir de de toutes parts et également des parents. Les parents dont il faut savoir tenir compte, ils ont souvent un rôle bien plus important à la fois que, bien sûr, quand nos consultations traditionnelles d'adultes, mais aussi bien plus important que chez un autre adolescent qui n'a pas de pathologie. Il y a vraiment une prise en charge, comme je disais tout à l'heure, vraiment des parents qui vont jouer un rôle majeur donc, dans toutes les décisions thérapeutiques et qui vont un petit peu couver, entre guillemets, hein, cet adolescent, cet enfant qui a été malade depuis toujours. Donc, il y a souvent moins d'autonomie, il faut savoir reconnaître ça. C'est pas évident. À l'inverse, on peut aussi avoir des enfants qui ont totalement été délaissés, hein. On a un petit peu les deux opposés. C'est assez rare d'avoir une situation totalement équilibrée et je pense que c'est un peu normal, c'est une réaction un peu normale de parents d'avoir ce surinvestissement. Donc, couper le cordon à ce moment-là devient difficile et c'est pour ça qu'il faut bien préparer les choses en amont. En plus, il y a un vécu particulier, c'est que les parents, souvent, vont vous le dire de manière un petit peu ambivalente, c'est que par ailleurs, ils ont souvent fait beaucoup de sacrifices, finalement, pour assurer la vie la plus normale possible à leur enfant. Alors, tout à coup, finalement, vous leur ôtez au moment de la transition l'objet de tous leurs soins, puisque vous allez leur demander de s'effacer en quelque sorte. Donc, ils se sentent parfois un petit peu dépossédés du rôle qu'ils ont joué depuis parfois 15, 16, 18 ans, quoi, hein, pratiquement. Donc, c'est vraiment à prendre en compte et à faire relativement progressivement et en tenant compte de tout ça.
Et puis, ben, les obstacles, on a parlé du patient, on a parlé de ses aidants, mais en fait, il y a également les médecins qui font parfois obstacle à cette transition, au fait que la transition puisse bien se passer. Et il y a les obstacles aussi bien du côté pédiatrique que du côté adulte, hein. Il faut bien savoir reconnaître les choses. Le pédiatre, souvent, a du mal à voir son enfant, son patient grandir. Donc, en fait, surtout les patients qui sont suivis depuis de très nombreuses années, les diagnostics qui ont été posés à l'âge de 1 an, moi, je vois bien, il y a un lien très, très fort qui se noue entre le pédiatre et l'enfant qui a été vu dans ce cas de sa maladie chronique très, très régulièrement. Et donc, le passage de flambeau est extrêmement difficile et parfois un petit peu tardif. Et donc, le fait d'avoir instauré vraiment ce cycle de consultation de transfert dont je vais vous parler, ça a permis vraiment de mettre un délai assez fixe. Et maintenant, les pédiatres ici sont habitués. Et donc, à 18 ans, ils passent la main. Alors, bien sûr, si le patient n'est pas prêt, s'il est en poussée, on peut toujours un petit peu décaler, mais ça évite d'avoir des transitions qui se passent comme on l'a fait au démarrage, vers 21 ans, 22 ans, avec des jeunes adultes qui continuent à aller en pédiatrie alors qu'ils n'ont plus du tout leur place là-bas. Et puis du côté adulte, le médecin adulte a tendance, s'il ne fait pas tout le processus de transition avec le pédiatre, a tendance à prendre le jeune patient exactement de la même manière qu'un patient qui aurait démarré sa maladie à l'âge adulte. Et ça ne marche pas parce que tout ce passé qui s'est produit pendant l'enfance, il doit absolument être pris en compte pour de multiples raisons. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, du côté de l'adulte, d'envisager vraiment ces particularités-là avec le rhumatologue pédiatre, enfin avec le pédiatre qui a suivi le jeune jusqu'à présent. Et puis, très souvent, un dernier obstacle, et ça, c'est vraiment le moment, au moment de la consultation de transition, de transfert, de s'assurer que cet obstacle n'existe pas. Le mieux, c'est de s'en être assuré avant, mais ça, c'est du côté pédiatrique. C'est que ces patients, ces jeunes patients qui sont suivis depuis très longtemps par les pédiatres, eh bien, en fait, ils n'ont pas de médecin traitant parce que leur pédiatre spécialiste, il les a toujours suivis, il les a suivis pour tous les petits bobos de la vie, en quelque sorte. Et donc, quand il y a le transfert qui se fait, vous, rhumatologues, vous allez vous rendre compte que le patient va attendre la même chose de vous. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez les adultes. Et donc, il faut à tout prix réintroduire un médecin traitant dans la boucle de suivi du patient. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, les conséquences de tous ces obstacles, et ça, c'est la raison pour laquelle on a vraiment développé tout ça ici à Bordeaux, et ça se développe énormément dans d'autres centres, hein. On est bien sûr, bien évidemment, pas du tout les seuls à le faire. C'est qu'en fait, on s'était rendu compte que quand on recevait juste un courrier du rhumatologue pédiatre qui nous disait tu vas recevoir le jeune untel que je suivais pour une spondylarthrite juvénile ou autre, eh bien, on avait à peu près 50% de perdu de vue. C'est-à-dire que les patients, pour de multiples raisons, ne venaient pas à la consultation avec le rhumatologue adulte. Et ce, quelle que soit la gravité de la pathologie de fond. Et donc, ça a pu poser vraiment des gros problèmes. On a récupéré par la suite, dans l'urgence, des patients qui finalement étaient revenus voir plutôt le pédiatre, n'étaient jamais venus voir le rhumatologue adulte alors qu'ils avaient été adressés, et revenaient voir 1 an, 2 ans, 3 ans après le pédiatre, qui était le seul médecin qu'ils n'avaient jamais connu, dans une situation catastrophique d'urgence. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème. Donc, on a mis en place effectivement un programme de transition vraiment bien spécifique, au départ, qui était donc essentiellement une consultation de transfert, et puis qui s'est étoffé avec les outils que je vais vous présenter par la suite, et donc qu'on a développé avec la filière. Donc ça, grâce à tout ça, on a très clairement amélioré énormément notre suivi. On n'a pratiquement plus de perdu de vue. Vraiment quelques pourcents des patients. En général, on arrive à les récupérer en les rappelant par la suite. Et donc, on a vraiment une diminution de la morbimortalité dans cette tranche d'âge, ce qui est bien sûr très important. Alors, je vous disais que la transition, ce n'était pas seulement cette fameuse consultation, ce fameux transfert. C'est vraiment une phase et même une association de phases. Donc là, sur cette frise, on l'a même fait évoluer de 12 ans. Alors, bien sûr, si la pathologie débute à 15 ans, ce sera 15 ans, mais de 12 ans à 24 ans, c'est un peu les bornes grossières, hein. C'est un peu moins, mais en tout cas, on va dire entre 12 et 16 ans,
surtout si la pathologie a débuté bien, bien en amont, il faut commencer à préparer un petit peu le patient, c'est-à-dire le préparer à la finalité qui est qu'un jour, il va passer dans le monde des adultes. Et rien que le fait de commencer à en parler, c'est très important parce que en réalité, les patients ne s'y préparent pas du tout et ils peuvent voir ça à un moment donné arriver comme un mur. Et donc, s'y préparer, ça adoucit toute cette période-là. Ensuite, il y a la phase de transfert avec certains examens qui peuvent être faits, par exemple, côté adulte. Donc, ça, c'est plutôt à partir de 16 ans. Et puis, il y aura dans cette phase de transfert, il y a la consultation de transfert en particulier qui, et nous, on a trouvé que c'était vraiment le meilleur moyen pour nous, est une consultation commune, donc avec le rhumatologue pédiatre et le rhumatologue adulte, et qui est vraiment une consultation très particulière au cours de laquelle on va reprendre vraiment les éléments et on va faire un passage de flambeau qui va non pas être symbolique, mais qui va être vraiment pratique, quoi. On le voit vraiment ensemble, le patient. Le patient voit qu'on se connaît bien, voit qu'on interagit bien, voit que si j'ai un doute, je pourrais redemander au rhumatologue pédiatre. Et ça le met énormément en confiance. Ça lui permet de visiter les lieux également, puisqu'il y a un changement d'hôpital en ce qui nous concerne. Et puis de se rendre compte que finalement, le monde des adultes, ça ne fait pas si peur que ça. Et puis ensuite, ce qu'on a appelé la phase d'engagement, c'est une phase pendant laquelle il faut un petit peu veiller à ce que la suite de la transition se passe bien, parce qu'il y a parfois des patients qui abandonnent une fois qu'ils sont passés du côté des adultes. Ils n'ont plus le cocooning, on va dire, côté pédiatrique. Et parfois, ils font la consultation de transition et puis ils ne reviennent pas pour la suite. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, n'améliore pas la situation. Donc, il faut vraiment être vigilant sur les 2-3 consultations qui suivent le transfert. Alors, il y a plusieurs manières de faire en fonction déjà des capacités de chacun, des ressources en rhumatologue ou en médecin de côté pédiatrique au côté adulte, du temps qu'on a, etc. Il y a soit ce qu'on faisait avant, donc la consultation finale de pédiatrie, puis je vous adresse à un tel, j'envoie un courrier, et puis voilà. Bon, ça, pour le coup, nous, on a constaté que ça ne marchait pas très, très bien. Il y a la période de transition donc, qui est clairement établie, clairement définie, avec une visite du service adulte, cette fameuse consultation conjointe, et puis ensuite, on fait les consultations en médecine d'adulte, et puis par la suite, il y a un petit point, alors ce n'est pas forcément une nouvelle consultation, mais c'est au moins s'assurer que le suivi a été bien pris en charge. Et donc, discussion à nouveau avec le pédiatre. Et ça, c'est ce mode-là qu'on a adopté, nous, ici à Bordeaux. Soit une orientation encore plus progressive. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'au moment de la visite du service d'adulte, on fait également la rencontre de l'équipe et la familiarisation. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas toutes ces étapes-là. On n'a pas découpé vraiment toutes ces étapes-là, donc qui peuvent prendre beaucoup de temps et qui peuvent paraître un petit peu fastidieuses pour les médecins d'adultes. Mais nous, ça nous a permis, en tout cas, de vraiment améliorer les relations avec ces jeunes patients qui se sentent beaucoup plus en confiance et qui avaient finalement des verrous qu'on avait du mal à imaginer, simplement sur les locaux, sur la peur de ne croiser que des personnes âgées, de ne pas être à leur place, la peur du médecin d'adulte qui ne discute pas avec le jeune, etc. Et donc, finalement, accompagner tout ça, ça nous a beaucoup rendu service. Alors, en pratique, quelques petits outils qui ont été développés donc, avec l'aide de la filière. Les outils que je vous présente là, c'est des outils qui peuvent vraiment être commandés, dont vous pouvez vous servir et qui sont des outils extrêmement pratiques, qui ne sont pas du tout des choses théoriques. Et donc là, c'est un sous-main qu'on peut mettre vraiment sur son bureau avec toutes les étapes de la transition. Alors, extrêmement, extrêmement détaillé. Bien sûr, ça ne s'applique pas à tous les patients, mais c'est pour donner un petit peu une idée au maximum ce qu'on pourrait faire pour détailler la transition. Et vous voyez, depuis à l'âge de 12 ans, la première discussion sur la transition, c'est-à-dire simplement aborder le fait qu'un jour, le patient passera dans le monde des adultes, jusqu'à vraiment cette période en vert
du transfert avec la première consultation dans le service adulte. Et voilà, tout est détaillé ici avec donc, les âges qui sont indiqués dans les petits cercles. Et puis, de temps en temps, vous voyez ces petits trous dentés là, en marge du texte. Et ça, c'est pour indiquer que la filière propose d'autres outils qui peuvent s'intégrer dans cette checklist. Donc, on va voir par la suite. Donc, vous avez les différents outils qui sont décrits ici et que je vais vous rappeler par la suite. Donc, ils sont tous, finalement, vous les avez tous sur ce sous-main, donc qui est vraiment très pratique à utiliser et avec lequel vous pourrez vous familiariser si vous vous le procurez. Au dos de ce sous-main, il y a à nouveau la liste des outils qui est ici, là, avec les petits trous dentés que vous voyez. Et puis, il y a un questionnaire qui est sur la droite, qui est un questionnaire impossible à se rappeler. Donc, ça fait un petit pense-bête, un petit rappel, dont on va parler un peu plus tard. Donc, je ne vais pas vous le décrire ici, mais donc vous l'avez au dos du sous-main. Ça, c'était le premier outil, qui est un petit peu l'outil récapitulatif de tout ce qu'on peut faire. Alors ça, c'est le deuxième outil, c'est la frise chronologique. Alors en fait, ça se présente sous la forme, vous pouvez soit juste l'imprimer en PDF sur le site de la filière, soit vous pouvez avoir un petit bloc avec des feuilles qu'on sépare. Et en fait, ça, c'est vraiment le contrat que vous passez avec le patient. Donc, vous prenez cette frise, vous mettez devant le patient, et puis voilà, quelque part, vous lui faites un petit peu le programme de sa transition. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là, hein, voilà, faut tout crayonner. Là, on fera passer le petit test pour voir où tu en es avec ta connaissance de ta maladie, etc. À cet âge-là, par là, tu verras, on fera la consultation de transition. Et puis ensuite, tu passeras en service adulte. On pourra se revoir éventuellement ici, etc. Et donc, avec cette frise-là, ensuite, la frise, elle peut être photocopiée et mise dans le dossier, mais il faut en laisser un exemplaire au patient. Il a le contrat en main, il a le programme et du coup, tout est beaucoup moins angoissant. Et ça, c'est quand même quelque chose, moi, que je trouve assez utile et pertinent. Alors ensuite, ça c'est un outil plus à titre d'information. C'est au moment où vous parlez, alors c'est plutôt pour les pédiatres, hein, au moment où ils vont parler. Mais donc, si vous êtes des médecins d'adultes, parlez-en aux pédiatres que vous connaissez. S'ils commencent à parler de la transition, il y a ce petit livret qui a été fait donc, avec des malades, des associations de malades chroniques, avec vraiment des mots de jeunes, hein, des mots d'enfants, d'adolescents, pour vraiment décrire ce passage aux médecins d'adultes. Donc, c'est assez bien fait et voilà, c'est comme tous les livrets d'éducation thérapeutique. Donc, ça peut être remis en amont. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, dans ce livret, on parle notamment des phrases qui sont prononcées par les médecins, pédiatres ou adultes, et donc qui traduisent un petit peu inconsciemment nos propres peurs, avec notamment le pédiatre donc ça, c'était justement le rhumatopédiatre avec lequel je travaille, qui avait l'habitude, et il l'a reconnu après, ça l'a fait rire quand il a réfléchi, mais il avait l'habitude de dire aux patients, bon, bah, tu vas bientôt passer du côté obscur de la force. Et il ne se rendait pas compte que du coup, lui-même, il rendait ce passage du coup, encore plus angoissant parce que le patient se disait, oh là là, c'était le bonheur et après, ça va être vraiment l'enfer. Et voilà, ou alors on peut dire, ça va être dur, mais ça va bien se passer, tu vas voir. Enfin voilà, on peut essayer de rassurer le patient, puis finalement, on ne le rassure pas du tout avec nos phrases. Donc il faut faire hyper attention et pas transmettre finalement nos propres peurs. Il y a tout un tas de fantasmes à débricoler avec ces jeunes patients. Alors, il faut dire que rien que chez nous, c'est vrai que ce n'est pas la même ambiance, hein, vous voyez, entre la rhumatologie pédiatrique et puis le service des adultes, hein, c'est beaucoup plus austère, bien sûr. Donc, le patient, on lui dit qu'il va passer du côté obscur et puis il regarde en face du bâtiment pédiatrique et puis il voit notre bâtiment, ça lui fait un peu peur. Alors, heureusement, après, voilà, quand il vient visiter, il se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Et ça, c'est ça qui est vraiment important. Alors, le gros questionnaire que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est ce fameux guide d'entretien. Ce n'est pas vraiment un questionnaire, il ne faut surtout pas l'utiliser comme un questionnaire d'ailleurs. C'est plus une sorte de checklist pour se dire est-ce que j'ai bien discuté de tout avec mon patient?
Alors qu'il y a des dimensions qu'on n'aborde jamais avec des patients adultes qu'on va commencer à suivre à l'âge adulte et qui, là, vont devoir être abordées au moins une fois pour connaître le paysage du patient par rapport à tout un tas d'items, sa vie familiale, où il en est dans ses études, éventuellement les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être associés, qui peuvent être très importants à démasquer. Est-ce qu'il y a bien une activité physique? Où en sont ses relations sociales, qui peut être aussi un marqueur d'activité de maladie ou de mal-être? Est-ce qu'il y a des consommations de substances, des addictions? Où il en est du point de vue de sa sexualité, sa santé mentale? Est-ce qu'il y a eu des accès de violence, etc. Ça, c'est vraiment tous les facteurs de risque qui seraient à prendre en compte et c'est juste un moyen pour pas oublier cette contextualisation. Normalement, le pédiatre a vraiment fait le point sur tout ça au fil du temps. C'est quelque chose que les pédiatres font vraiment beaucoup plus que les médecins adultes. Et au moment de la consultation de transfert, ils font en tout cas, mes pédiatres, à chaque fois, ils me font petite contextualisation. Comme ça, moi, je pars avec déjà un bagage sur le patient et il n'a pas besoin de me raconter toute sa vie avec des fois les épisodes un peu difficiles qu'il a pu vivre. Et ça, les patients trouvent que c'est très confortable. Donc, ça, c'est important. Il y a un transfert de connaissances aussi sur le patient. Alors, le Good to Go, c'est vraiment un questionnaire qui est plutôt destiné à savoir si le patient est prêt. Alors, ça, c'est un peu une évaluation. Il ne faut pas du tout le tourner comme une évaluation. Il faut vraiment dire, on va le faire plusieurs fois et puis on va voir comment tu progresses. Et quand tu y seras, voilà, ça permettra de se dire que c'est le bon moment pour passer à la suite. Et donc, il y a les items autonomie en santé, connaissance sur la maladie chronique et compétences pratiques, et puis plus, encore une fois, l'insertion sociale et professionnelle. Ensuite, vous pouvez commander des fiches d'identité du service, et ça, vous pouvez les faire vous-même, ou alors profiter des modèles de la filière. Ça s'individualise. Vous pouvez avoir les cartes de visite des médecins et le petit livret sur lesquels vous pouvez donc insérer des photos pour personnaliser, pour que le patient, donc à qui tout ça sera remis, puisse déjà avoir une vision de comment est le service adulte avant même d'y aller, et puis qu'il puisse savoir qui sont les médecins référents, qui contacter, comment faire, et puis ne rien oublier avant la consultation, les examens, etc. Ça lui fait un petit pense-bête. Donc ça, c'est un remis qui est assez intéressant. Donc voilà, vous pouvez la faire personnaliser avec votre hôpital, et ça, donc, ça peut se faire aussi via la filière si vous le souhaitez. Enfin, il y a le check transfert. Donc ça, c'est vraiment la checklist pour vous. Et c'est vraiment, on s'en sert au moment de la constitution de transfert. Est-ce qu'on a bien fait ça, ça, ça? Ça permet de diriger un petit peu les choses. Et ça sert pratiquement de plan de courrier de synthèse. Ce courrier, il est vraiment très particulier, le courrier de synthèse au moment du transfert, parce que c'est le courrier auquel on va se référer tout le temps. Et le pédiatre va mettre dans ce courrier vraiment tout ce qu'il juge important pour la suite de la prise en charge. On va dire, voilà, les vaccins, évidemment tous les antécédents, un petit résumé de la prise en charge qui s'est fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a eu des gros accidents de vie par le passé, etc., etc. Donc ça permet vraiment de ne rien oublier au moment du transfert, qui est une consultation, encore une fois, qui est très dense et qui peut permettre de ne pas oublier à ce moment-là. Et puis après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'au minimum, on essaie de on a une infirmière de consultation qui le fait et qui va rappeler le patient pour savoir comment ça s'est passé, qui vérifie qu'il vient bien à sa consultation suivante, qu'on n'a pas de perdu de vue. Et c'est vrai que depuis qu'on fait tout ça, on a pratiquement plus de perdu de vue chez ces patients, alors qu'on en avait énormément auparavant. Si vous voulez plus de détails, là, moi, je vais vous avoir donné déjà pas mal d'informations aujourd'hui, mais si vous voulez plus de détails, donc sur le site de la filière, il y a un onglet transition. C'est sur cet onglet que vous pourrez trouver les outils que vous pourrez donc télécharger. Ils sont en libre service, vous pourrez les avoir en version PDF. Et puis, les sous-mains, les blocs de frise, tout ça, ça peut être disponible sur demande. Les deux personnes vraiment clés pour avoir ces éléments, c'est Mélanie Romier et Muriel Heras, surtout Muriel Heras qui préside donc la commission transition pédiatrique actuellement.
Et puis, dans les dernières actions de notre commission, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un annuaire de transition. Donc, ça permet éventuellement de savoir où se situe l'équipe qui fait beaucoup de transitions la plus proche de chez vous, si vous avez besoin de conseils ou autres. Et nous, pour dire bon, bah, les actions récentes qu'on a faites dans ce cadre-là, on a carrément monté une journée autour de la transition où il y avait des patients qui avaient déjà fait une transition qui sont venus en fait expliquer à de jeunes patients qui avaient entre 15 et 16 ans, hein, pour faire ce premier contact, qui sont venus donc expliquer leur propre parcours, ce qu'ils ont appris au moment de la transition, ce que ça leur a apporté et comment ils vivent leur suivi dans le milieu adulte. On a eu de la chance, ils ont tous donné des versions positives, heureusement. C'était pas préparé à l'avance. Et puis, on a tourné cette journée autour de l'activité physique, qui nous semble être un point très, très important dans le suivi de ces patients qui souvent en ont beaucoup manqué au moment de l'enfance à cause de leur pathologie. Et donc, ça m'a permis de partager cette expérience sportive avec notamment un petit plus sur l'activité sauvetage aquatique, puisque donc on a participé en tant que médecin avec eux. Et donc, les rôles étaient inversés. On faisait les victimes en mer et c'était eux qui venaient nous sauver. Et ça a été vraiment un moment qui a été vécu de manière extrêmement positive par les patients, puisque pour une fois, c'était eux qui sauvaient les médecins. Donc, c'était vraiment très, très bien et vraiment dans la bonne humeur. Donc, voilà, n'hésitez pas à développer des activités de ce type-là autour de la transition pédiatrique. C'est des patients qui sont un petit peu mis de côté, traités comme finalement tous les autres, alors qu'ils ont vraiment des fortes particularités et que ça peut présenter un énorme intérêt pour eux. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez compris que la transition n'est pas un passage brutal d'un petit vocal à un grand vocal, mais quelque chose de beaucoup plus progressif. Et je suis maintenant, bien sûr, disponible pour des questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Marie-Élise. C'était vraiment super clair et très pratique. Donc, effectivement, on comprend que ce n'est pas une seule consultation et que ce n'est pas un passage de relais à un moment donné, mais ça s'étale sur plusieurs mois, plusieurs années, ça se prépare en amont. Néanmoins, peut-être pour commencer les questions, moi j'avais pas mal de questions pratiques sur le moment de la consultation de transition. Déjà, une question un peu naïve, mais est-ce que les parents sont là au moment de la consultation de Oui. transition? Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait le détail de cette transition. Donc, en fait, on dédie à chaque fois une journée complète à ces consultations. Et pour chaque patient, on prend 1 heure. Donc, c'est des consultations qui sont longues. On a déjà un quart d'heure, parce qu'on ne prépare pas à l'avance. Donc, si tu veux, on a déjà un quart d'heure seul, le rhumatopédiatre et moi. On reprend le dossier, c'est là qu'il me fait un petit peu, tu sais, l'équivalent du check transfert. Là, il va me raconter un petit peu les choses importantes de la vie. Alors, des fois, ça prend moins d'un quart d'heure si le patient est hyper simple. Et puis, des fois, il faut voir les histoires hyper lourdes qui sont transmises. Donc, un quart d'heure est vraiment nécessaire. Ensuite, on fait rentrer le patient tout seul. On fait la consultation où il fait connaissance avec le médecin adulte. On reprend avec lui les éléments qui sont les plus importants pour voir s'il est bien d'accord avec tout, pour qu'il sente que j'ai entendu tout ça et qu'il n'y a pas de secret entre nous, etc. Tu sais, des fois, il y a vraiment des expériences de vie vraiment compliquées chez ces patients. Et puis, on refait le point sur l'activité actuelle de la maladie. L'idéal étant de faire une transition dans un moment où la maladie est stable. Donc, en règle générale, il n'y a pas de modification thérapeutique qui est majeure à ce moment-là, mais bon, si on a des petites affaires, on les fait. Et puis, une fois qu'on a sollicité vraiment toutes les questions, et c'est là qu'on va poser vraiment des questions auxquelles il pourrait ne pas vouloir répondre devant ses parents, puisqu'on est avec un jeune adulte, donc il peut y avoir des choses qu'il n'a pas envie de dire à ses parents à ce moment-là. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait rentrer les parents en les mettant donc au fait de tout ce qu'on a dit, alors tout ce qui est évidemment avec l'accord, qui peut être dit avec l'accord du patient, on s'assure avec lui auparavant. Et puis ensuite, on prévient les parents de manière gentille mais ferme que ben voilà, ils sont venus cette fois-ci et puis que la prochaine fois, on espère, alors après, on ne les empêche pas de venir s'ils veulent, mais qu'on espère voir le jeune untel tout seul sans ses parents. Voilà. Alors, ça se passe plus ou moins bien. Des fois, il y en a qui ne veulent pas et on le fait plus progressivement que ça.
Et puis, ils le prennent souvent un peu comme un rejet, mais on essaie de l'enrober. Et la fois suivante, on voit les patients tout seuls. Et on les voit vraiment. Enfin, moi, maintenant, depuis 5 ans, donc il y en a que je suis donc depuis 5 ans, c'est incroyable l'évolution qu'on peut voir et la maturité qu'ils prennent par la suite, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Alors, je suis désolée, j'ai des travaux ça, je vais essayer de transmettre les questions. J'espère que tu vas les entendre. Il y a une première question toujours, je pense, au moment de cette consultation. Est-ce que vous voyez ou tutoyez les patients? Alors ça, c'est la question, ça fait partie des travaux qui sont mis en place par la commission de transition, parce que finalement, ça paraît être une question un peu, on va dire, futile, et en réalité, c'est vraiment une question hyper difficile. Et moi, j'avoue que je n'ai pas une attitude toujours, toujours la même. Au début, j'ai eu un peu de mal à me positionner par rapport à ça. J'avais tendance à tutoyer parce que le pédiatre le faisait. Puis je me suis rendu compte que sur les consultations suivantes, je me retrouvais seule avec le patient. Et parfois, je venais de voir un patient qui avait aussi 18 ans, mais qui commençait sa maladie, et je le voyais. Alors, je me rendais compte de pourquoi j'en tutoie un. Et donc maintenant, j'ai plutôt tendance à vous voyer systématiquement. Ça fait un peu bizarre parce que le pédiatre tutoie le patient. Moi, je le vous vois. Et on a fait un petit sondage auprès de nos patients. Et globalement, eh bien, ce vouvoiement ne leur pose pas de problème du tout. Et au contraire, ils se sentent extrêmement considérés et regardés du fait d'avoir ce vouvoiement. Donc, pour l'instant, moi, j'aurais tendance à continuer à faire comme ça. C'est une enquête qu'on va mener auprès de plus de patients. Et donc, voilà, on va publier les résultats de cette enquête pour savoir si globalement quelle attitude avoir, mais moi je suis plus à l'aise avec prendre d'emblée un vouvoiement parce qu'ensuite à quel âge je change quoi. Je ne vais pas tutoyer le patient jusqu'à 45 ans si je continue à le suivre. Ah bon voilà, Ok, et donc, ouais, finalement, c'est peut-être plus facile de le faire dès le départ que de l'introduire c'est après. pour ça. Après sinon, d'un coup, tu as introduit une distance qui n'a pas de sens et qui voilà. Et alors, il y a encore une question. Et tu montrais sur la petite frise, il y avait 2 séances d'ETP qui étaient prévues sur la frise que tu nous as montrée. Ce sont des ETP spécifiques transition ou c'est par rapport à la pathologie? Vous faites Oui, on a les patients aux ETP sur une pathologie donnée ou... On a les deux types. Donc, les pédiatres ont une plateforme d'ETP, donc ils font leurs ETP plutôt spécifiques de la pathologie. Et on a développé avec notre équipe, justement, si tu veux, la conscience de transfert, ça a amené plein de réflexions. Ça a amené la journée dont je vous ai parlé, là, avec l'activité physique. Et puis, ça a amené aussi la réflexion autour de l'éducation thérapeutique. Et donc, on a mis en place une éducation thérapeutique qui est dédiée à la transition pédiatrique et qui est destinée aux patients, mais aussi aux parents, et qui permet justement de les préparer également à cette étape-là qui, en fait, souvent est vécue comme un peu un traumatisme par les parents également. Donc, il faut se méfier de la réaction des parents qui peuvent des fois être un vrai obstacle à cette transition. Ok, ah, c'est super. Alors, je lance le petit sondage avant d'oublier pour les participants. Euh, Impeccable. Et du coup, peut-être dernière question, dans la suite de la consultation de transition, finalement, est-ce qu'il y a encore un lien avec toi? Est-ce que tu restes en lien avec le pédiatre qui suivait le patient? Est-ce que vous refaites un point Oui, formel? alors déjà, on a souvent l'occasion de faire des points informels. Et donc, voilà. Ensuite, on ne fait des points. Le point formel, il est fait par l'infirmière qui va rappeler le patient et qui va vraiment établir avec lui que la transition s'est bien passée et qu'il a bien pris le rendez-vous pour sa consultation suivante, etc. Avec le rhumatopédiatre, on ne fait un point formel que s'il y a un problème.
il part du principe que si je ne lui parle pas d'un patient, alors de temps en temps, il me demande des nouvelles, mais ce n'est pas un point formel. Et on ne revoit pas les patients ensemble. L'idée étant, on avait envisagé de le faire à un moment, puis l'idée également étant plutôt de ne pas prolonger ce cordon ombilical qui, des fois, peut nuire. C'est-à-dire qu'on avait une patiente à un moment donné qui s'est retrouvée dans la difficulté, on a amélioré ça depuis, mais qui n'arrivait pas à nous joindre, voilà. Et ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée à nouveau vers les pédiatres. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter parce qu'eux, ils ont leur propre travail, bien sûr. Et puis elle doit dépasser ce stade de s'adresser à son pédiatre. Donc maintenant, voilà, on apprend petit à petit et on donne vraiment, c'est pour ça que je parlais de la fiche d'identité, vraiment toutes les coordonnées, savoir nous joindre, comment faire, etc. Ça, c'est vraiment très, très important. Faciliter les choses au maximum pour que finalement, quelque part, le pédiatre ne soit plus le seul et unique recours pour les patients. Ok, écoute, merci beaucoup Marie-Élise, c'était vraiment des messages super pratiques et puis on voit qu'il y a pas mal d'outils disponibles et accessibles pour tous. Donc après, c'est vrai que c'est une chance d'avoir une vraie consultation mise en place, enfin un vrai programme mis en place en partenariat avec les équipes de pédiatrie, mais je pense ça peut donner des idées dans d'autres centres un peu partout en France. En tout cas, merci beaucoup Voilà. et puis bonne semaine à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau mercredi du coffre. Merci Gaëtane. À Bonne journée bientôt. à tous.